John Steinbeck, Tortilla Flat. Préface. Voici l'histoire de Danny, des amis de Danny et de la maison de Danny. Voici comment ces trois sont devenus une seule et même chose, car, à Tortilla Flat, lorsqu'on parle de la maison de Danny, il ne s'agit pas d'une vieille construction de bois mal badigeonnée, disparaissant sous un antique rosier de Castille jamais taillé. Non. Quand on parle de la maison de Danny, on entend par là une entité dont les composantes étaient des hommes et qui fut source de douceur et de joie, de philanthropie et, pour finir, de peine mystique. Car la maison de Danny n'est pas sans rapport avec la table ronde, ni les amis de Danny avec ses chevaliers. Voici donc l'histoire de ce groupe, comment il se forma, comment il crut et s'épanouit en une organisation de sagesse et de beauté. On y verra les amis de Danny et leur vie aventureuse avec le bien qu'ils ont fait, avec leurs pensées, avec leurs entreprises. On y verra à la fin comment le talisman fut perdu et comment le groupe se désagrégea. À Monterrey, la vieille cité de la côte de Californie, toutes ces choses sont de notoriété publique. On les répète et on en rajoute parfois. Il est donc préférable que cette geste soit consignée par écrit, afin que dans l'avenir, les érudits qui entendront les légendes ne puissent pas dire, comme ils disent d'Arthur, de Roland ou de Robin des Bois, « Il n'y a pas eu de Danny, pas de groupe des amis de Danny, ni de maison de Danny. » Danny est un esprit de la nature, et ses amis les symboles primitifs du vent, du ciel et du soleil. Ceci est de l'histoire, et elle a été écrite pour prévenir à jamais les sarcasmes de ces savants aigris. Monterrey est assis sur la pente d'une colline, au-dessus d'une baie très bleue, et devant une forêt de grands pins sombres. La ville basse est habitée par des Américains et des Italiens, pêcheurs de poissons et metteurs en conserve. Sur les hauteurs, où villes et forêts se confondent, où les rues sont vierges d'asphalte, et les carrefours libres de lampadaires, les anciens habitants de Monterrey se sont retranchés, comme les Celtes dans le pays de Galles. Ce sont les paisanos. Ils habitent de vieilles maisons en bois, dressés dans les enclos herbeux et entourés par les pins de la forêt. Les paisanos sont purs de tout esprit commercial et indépendants du système compliqué des affaires américaines. Comme ils ne possèdent rien qui puisse être volé, exploité ou hypothéqué, le système ne s'est pas donné la peine de les inquiéter. Qu'est-ce qu'un paisano ? C'est un mélange de sang espagnol, indien, mexicain, avec des assortiments caucasiens. Ses ancêtres vivent en Californie depuis 100 ou 200 ans. Ils parlent anglais avec un accent paisano et espagnol avec un accent paisano. Quand on l'interroge sur sa race, il se réclame avec indignation du plus pur sang espagnol et retrousse sa manche pour montrer que la face intérieure de son bras est douce et presque blanche. Son teint de pipe en écume, de mer soigneusement culottée, il l'attribue aux ardeurs du soleil. Puisqu'il est paisano, il habite sur la colline le quartier que, bien qu'il n'ait rien de plat, on appelle Tortilla Flat. Danny était un paisano. Il avait grandi à Tortilla Flat et chacun l'aimait, mais il ne se distinguait en rien des autres enfants glapissants du quartier. Il était apparenté à tout le monde, ou presque, par le sang ou par l'amour. Son grand-père était un homme important, propriétaire de 2 maisons à Tortilla Flat et très respecté pour cette richesse. Si dans son adolescence, Danny avait choisi de dormir dans les bois, de travailler dans les ranchs et d'extorquer sa nourriture et son vin d'un monde sans générosité, ce n'est pas qu'il manqua de relations influentes. Petit, noirot, plein d'esprit d'entreprise, Danny avait, à 25 ans, les jambes exactement arquées à la mesure des flancs d'un cheval. Quand Danny eut 25 ans accomplis, la guerre fut déclarée à l'Allemagne. Danny et son ami Pilon se trouvaient en possession de 2 gallons de vin lorsqu'ils entendirent parler de cette guerre. Et Big Joe Portaggi, qui avait vu briller les bouteilles parmi les pins, était venu les rejoindre. Tandis que le niveau du vin baissait dans les bouteilles, le patriotisme montait dans chacun des 3 hommes. Et quand le vin eut disparu, ils descendirent bras dessus, bras dessous, par mesure de sécurité et de camaraderie, et firent leur entrée à Monterrey. Devant le bureau de recrutement, ils acclamèrent bruyamment l'Amérique et défièrent l'Allemagne. Ils hurlèrent des menaces contre l'Empire germanique jusqu'à ce que le sergent recruteur s'éveilla, revêtit son uniforme et descendit dans la rue pour les faire taire. Il y resta pour les enrôler. Il les fit aligner devant son pupitre et leur fit passer toutes les épreuves, à l'exclusion du test de sobriété.
Puis il commença à interroger Pilon. Dans quelle armée veux-tu rentrer ? Je m'en fous, répondit Pilon avec désinvolture. Alors nous avons besoin d'hommes comme toi dans l'infanterie. Ainsi, Pilon fut enrôlé. Le sergent se tourna ensuite vers Big Joe, qui était presque dégrisé. Et toi, où veux-tu aller ? À la maison, gémit faiblement Big Joe. Le sergent le mit dans l'infanterie également. Puis il interrogea Danny, qui dormait debout. Et toi, quelle arme veux-tu ? Hein ? Quelle arme ? Que voulez-vous dire avec votre arme ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Moi, je sais tout faire. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici ? Moi ? Écarisseur de mulets. Très bien. Combien peux-tu emmener ? Danny regardait devant lui, l'œil vague et professionnel. Combien vous en avez ? À peu près 30 000, dit le sergent. Danny fit de la main un geste large. Alignez-les. C'est ainsi que Danny partit pour le Texas et dressa des mulets pour le reste de la guerre. Pilon arpenta l'Oregon avec l'infanterie. Quant à Big Joe Portaggi, il fit de la prison, comme nous le verrons plus tard. Comment Danny, rentré de la guerre, découvrit qu'il était héritier. Comment il jura de porter secours aux humbles. Quand Danny quitta l'armée et rentra chez lui, il apprit qu'il était héritier et propriétaire. Le viejo, son grand-père, était mort, et il lui avait laissé ses 2 petites maisons de tortilla flat. À l'ouïe de cette nouvelle, Danny se sentit un peu écrasé par le poids de la responsabilité. Avant même d'aller reconnaître son bien, il acheta un gallon de vin rouge et le but presque en entier. Alors il se sentit soulagé du poids de la responsabilité et le pire de sa nature affleura. Il cria, cassa quelques chaises dans un café d'Alvarado Street, et il y eut 2 bagarres, brèves mais glorieuses. Personne ne fit particulièrement attention à lui. À la fin, ses jambes titubantes et arquées le portèrent jusqu'au quai, où à 7 heures matinales, des pêcheurs italiens chaussés de bottes de caoutchouc s'apprêtaient à prendre la mer. La haine de race submergea alors le bon sens de Danny, qui se mit à les qualifier de bâtards siciliens, d'écume de pénitencier, puis de chiens de chiens de chiens. Il cria « Chinga tu madre, piojo !» Il fit des pieds de nez, il fit des gestes obscènes au-dessous de la ceinture. Les pêcheurs rirent et mirent leurs rames en place, puis ils lui crièrent « Hello, Danny, quand es-tu rentré ? Viens ce soir, nous avons du vin nouveau. » Danny était furieux. Il hurla « Pon un condo à la cabeza !»« Adieu, Danny, à ce soir, répondirent-ils. Ils montèrent dans leur petit bateau, ramèrent vers les barques à l'amparo et mirent en marche leurs moteurs qui démarrèrent en haletant. Danny était révolté. Il remonta Alvarado Street en cassant quelques vitres au passage et au second carrefour, un policeman le prit en main. L'infini respect de Danny pour la loi l'incita au calme. S'il n'avait pas été démobilisé d'hier, après la victoire sur l'Allemagne, il en aurait eu pour 6 mois. Étant donné les circonstances, le juge ne lui donna que 30 jours. Ainsi, 1 mois durant, Danny occupa une couchette dans la prison de Monterrey. Parfois, il dessinait des images obscènes sur les murs. Parfois, il se remémorait sa carrière militaire. Le temps lui pesait lourd dans sa cellule, à la prison municipale. De temps à autre, on lui amenait un ivrogne pour la nuit. Mais, en règle générale, le crime était stationnaire à Monterrey, et Danny restait tout seul. Au début, les punaises le tourmentèrent un peu, mais bientôt, elles s'accoutumèrent au goût de sa peau. Il s'habitua à leurs piqûres et on vécut en paix. Danny inventa un jeu vengeur. Il écrasa une punaise contre le mur, l'enferma dans un cercle tracé au crayon et la baptisa « Monsieur le maire Cloak ». Puis il en attrapa d'autres et leur donna le nom des conseillers municipaux. En peu de temps, toute une paroi fut décorée de punaises écrasées, affublées des noms de tous les dignitaires locaux. Danny leur dessinait des oreilles, des queues, de gros nez, des moustaches. Tito Ralph, le gardien, était scandalisé. Mais il n'éleva pas de plainte car Danny n'avait représenté ni le juge de paix qui l'avait condamné, ni aucun des membres de la police. Il avait un respect considérable pour la loi. Une nuit que la prison était vouée à la solitude, Tito Ralph pénétra dans la cellule de Danny avec 2 bouteilles de vin. 1 heure plus tard, il sortit pour en chercher encore et Danny l'accompagna. Cela manquait d'ambiance dans la cellule. Ils restèrent chez Torelli,
où ils avaient acheté le vin, jusqu'à ce que Torelli les mît à la porte. Puis Danny remonta vers les bois, où il tomba lourdement endormi, tandis que Tito, titubant, revenait signaler l'évasion. Quand, vers midi, un soleil brûlant réveilla Danny, il décida de rester caché le reste de la journée pour échapper aux recherches. Il courut, se dissimula derrière des buissons. Comme un renard poursuivi, il risquait un œil hors des taillis. Vers le soir, les règles du jeu ayant été observées, il sortit pour vaquer à ses affaires. Celle-ci était relativement simple. Il se présenta à la porte du service d'un restaurant. « Vous n'avez pas de vieille croûte pour mon chien » demanda-t-il au cuisinier. Et tandis que cet homme crédule enveloppait le pain, Danny vola 2 tranches de jambon, 4 œufs, une côtelette de mouton et un tue-mouche. « Je vous paierai plus tard, dit-il. Pas la peine de payer pour des restes, je les jetterai si tu ne les prenais pas. » Danny dès lors se sentit absous. Si le cuisinier faisait cela, lui, Danny n'était vraiment plus coupable. Il retourna chez Torelli, troqua les 4 œufs, la côtelette et le tue-mouche contre un grand verre de grappa et remonta vers les bois pour y apprêter son dîner. La nuit était sombre et humide. Le brouillard restait accroché comme une gaze molle parmi les arbres qui gardent Monterrey du côté de la campagne. Danny abaissa la tête et se hâta pour se mettre à couvert dans les bois. Il distingua devant lui une autre silhouette qui se hâtait aussi. En réduisant peu à peu la distance qui les séparait, il reconnut la démarche fuyante de son vieil ami Pilon. Danny était un homme généreux, mais il se souvint qu'il avait vendu quasi toute la nourriture volée, hormis les 2 tranches de jambon et le sac de pain rassis. « Je vais éviter Pilon, décida-t-il. Il marche comme un homme plein de dindes rôties. » Après quoi, il remarqua soudain que Pilon serrait avec tendresse son manteau contre son sein. « Ah, et Pilon, amigo !» cria Danny. La démarche de Pilon se fut plus fuyante. Danny le suivit au trot. « Pilon, mon petit ami, où vas-tu si vite ?» Pilon se résigna à l'inévitable et attendit. Danny approchait avec circonspection, mais sa voix était enthousiaste. « Je te cherchais justement, ô le plus cher et le plus angélique des amis, car vois, j'ai 2 belles tranches taillées dans le cochon personnel du bon Dieu et un sac de pain blanc exquis. Viens profiter de ma munificence, Pilon, mon petit chou. » Pilon haussa les épaules et murmura sauvagement « D'accord. » Ils entrèrent ensemble dans les bois. Pilon était intrigué, il finit par s'arrêter et se tourna vers son ami. « Danny, demanda-t-il avec mélancolie, comment savais-tu que j'avais une bouteille de brandy sous mon manteau ?»« Du brandy » s'écria Danny. « Tu as du brandy ? Sans doute est-il destiné à quelque vieille maman malade, ajouta-t-il avec innocence. Ou peut-être le gardes-tu pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que suis-je, moi, ton ami, pour apprécier la destination de ce brandy ? Je ne suis pas même certain que tu en aies. D'ailleurs, je n'ai pas soif. Je ne voudrais pas même toucher à ce brandy. Tu peux disposer de ce gros rôti de porc que j'ai, mais quant à ton brandy, il est à toi. » Pilon répondit avec sévérité. « Mais je ne vois aucun inconvénient à partager mon brandy avec toi. Moitié-moitié. Mon devoir, c'est de veiller à ce que tu ne boives pas du tout. Mon devoir, c'est de veiller à ce que tu boives. Mon devoir, c'est de veiller à ce que tu ne boives pas tout. » Danny dès lors n'avait plus rien à dire sur ce sujet. « Voici la clairière où je vais apprêter ce porc. Tu pourras griller les gâteaux qui se trouvent dans ce sac. Dépose le brandy ici, Pilon. Il est bien là, nous pouvons tous deux le voir et nous voir. » Ils firent un feu, grillèrent le jambon et mangèrent le pain rassis. Le brandy baissait rapidement dans la bouteille. Quand ils eurent fini, ils se poltonnèrent près du feu et dégustèrent le brandy à petites gorgées, à même la bouteille avec la délicatesse d'abeilles épuisées. Le brouillard se referma sur eux et couvrit leurs vestes d'une moisissure blanche. Le vent soupirait tristement autour d'eux dans les pins. Au bout d'un certain temps, le sentiment de leur solitude s'abattit sur Danny et sur Pilon. Danny songeait à ses amis disparus. « Où est Arthur Morales ?» demanda-t-il en ouvrant ses paumes devant lui, les bras étendus. « Mort en France », se répondit-il à lui-même, en laissant retomber avec désespoir ses bras paumes au sol. Mort pour sa patrie, mort dans un pays lointain. Des étrangers passent près de sa tombe et ne savent pas qu'Arthur Morales est couché là.
Il tendit ses paumes à nouveau vers le ciel. « Où donc est Pablo, cet homme droit ?»« En prison, » répondit Pilon. Pablo a volé une oie et l'a cachée dans les broussailles. Mais elle a mordu Pablo. Pablo a crié et on l'a attrapé. Il est en prison pour 6 mois. Danny soupira et changea de conversation, conscient d'avoir généreusement épuisé la seule personne digne de son éloquence. Mais le sentiment de la solitude ne l'avait pas abandonné et demandait à s'exprimer. « Nous voici tous les deux, » commença-t-il. « Avec le cœur brisé, » poursuivit Pilon, en cadence. « Non, ce n'est pas un poème, » reprit Danny. « Nous voici tous les deux couchés ici et sans foyer. Nous avons donné nos vies pour notre pays et maintenant, nous n'avons pas de toit sur nos têtes. » « Nous n'en avons jamais eu, » précisa Pilon, conciliant. Danny continua à boire, le regard perdu, jusqu'au moment où Pilon lui toucha le coude et prit la bouteille. « Cela me rappelle, » poursuivit Danny, « l'histoire de cet homme qui possédait 2 bordels. » Sa bouche s'ouvrit démesurément. « Pilon » s'écria-t-il. « Pilon, mon petit bébé, mon canard dodu. J'avais oublié. J'ai hérité, je possède 2 maisons. »« Des bordels » s'enquit Pilon, plein d'espoir. « Tu es ivre ou tu mens ?»« Non. » Pilon. Je dis la vérité. Le viejo est mort, je suis l'héritier, moi, le petit-fils favori. Tu es le seul petit-fils, rectifia Pilon, réaliste. Où sont ces maisons? Tu connais la maison du viejo à Tortilla Flat? Ici, à Monterrey? Oui, à Tortilla Flat. Est-ce qu'elles valent quelque chose, ces maisons? Danny se laissa retomber, épuisé par l'émotion. Je ne sais pas. Je ne me souvenais plus que je les possédais. Pilon demeura silencieux, absorbé dans ses pensées. Son visage prit une expression funèbre. Il jeta dans le feu une poignée d'aiguilles de pin. Il suivit des yeux les flammes qui montèrent en flèche, puis moururent. Il plongea ses yeux dans ceux de Danny, longuement, soupira 1 fois, 2 fois. C'est fini, maintenant. Les temps héroïques sont accomplis. Tes amis vont prendre le deuil, mais leur deuil ne changera rien. Danny posa la bouteille. Pilon la ramassa et la serra contre son sein. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui est fini ?» demanda Danny. « Ce n'est pas la première fois, » reprit Pilon. « Quand on est pauvre, on pense, si j'avais de l'argent, je le partagerais avec mes amis. Mais que cet argent tombe du ciel, la charité s'envole. Voilà ce qui en est, ô toi qui fus mon ami. Tu es maintenant élevé au-dessus de tes amis, tu es un possédant. Tu oublieras tes amis qui ont tout partagé avec toi, même leur brandy. » Ces mots bouleversèrent Danny. « Pas moi, se récria-t-il. Je ne t'oublierai jamais, au grand jamais, Pilon. »« C'est ce que tu crois maintenant, » affirma Pilon froidement. « Mais quand tu auras 2 maisons dans lesquelles coucher, tu verras. Pilon sera un pauvre paisano. Toi, tu dîneras avec le maire. » Danny se leva malaisement et s'adossa à un arbre. « Pilon, je jure que ce qui est à moi est à toi. Tant que j'aurai une maison, tu auras une maison. Donne-moi à boire. » « Il faudrait que je le voie pour y croire, » conclut Pilon d'une voix morne. « Ce serait un vrai miracle. On viendrait voir cela de milliers de lieues à la ronde. D'ailleurs, la bouteille est vide. »